Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info, toute l'actualité de ce lundi 3 octobre. Invités, reportages, rencontres, les sports, vos infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Avec à la une ce soir, la grande rentrée des tribunaux à Monaco, une tradition. Et à cette occasion, nous recevrons dans un court instant la secrétaire d'État à la justice nommée juste avant l'été par le prince souverain Sylvie Petit-Leclerc. Le prince Albert II qui poursuit sa tournée des fiefs. Il fait étape pendant 48 heures dans le sud de l'Italie, en Basilicate et en Campanie. Et puis juste avant de partir, le prince a tenu à visiter un tout nouveau bateau destiné à la protection de nos mers et de nos océans, le Plastic Odyssey. Et puis dans quelques minutes, notre deuxième invité ce soir sera le maire de Breil-sur-Roya, 2 ans, jour pour jour, après le terrible passage de la tempête Alex dans une région qui nous est chère. Et juste avant de recevoir la directrice des services judiciaires en ce jour de rentrée des tribunaux, Sylvie Petit-Leclerc, tous les acteurs du système judiciaire se sont retrouvés ce matin pour la traditionnelle rentrée des cours et tribunaux. Frédéric Elion et Patrick Aouzi étaient sur place. Ce sont tous les garants de la justice en principauté île, où elles sont magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers ou administrateurs. Toute la communauté judiciaire monégasque était réunie ce lundi matin pour la rentrée des cours et tribunaux, un événement qui se déroule toujours en 2 temps, avec tout d'abord la messe du Saint-Esprit en la cathédrale de Monaco, puis l'audience solennelle au palais de justice en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Le but d'une audience solennelle d'entrée, c'est d'abord de créer du lien avec le citoyen. C'est de créer du lien avec la société civile de manière à ce que la justice ne soit pas d'un côté complètement à l'écart de la société, des personnes qui la composent, car il me semble extrêmement important que cette justice-là soit humaine dans son approche, de manière à pouvoir être efficace et de pouvoir véritablement recueillir l'adhésion du citoyen et du justiciable. Françoise Caracha, conseiller à la Cour d'appel, faisant fonction de premier président à la Cour d'appel, est tout d'abord revenue sur les événements marquants de l'année judiciaire écoulée, et notamment sur la modernisation des textes d'incrimination relatifs aux agressions sexuelles. Laurent Lemel, vice-président de la Cour de révision, s'est exprimé ensuite sur les enjeux et perspectives de la procédure pénale. Cette audience solennelle de rentrée permet également de dresser un bilan de l'année judiciaire passée. On est sur un bilan qui est positif notamment en termes de flux, c'est-à-dire que nous sommes dans une logique dans laquelle nous avons rendu beaucoup de décisions, tant en première instance qu'en appel qu'au niveau de la Cour de révision. Les magistrats instructeurs ont également énormément travaillé cette année, tout comme le parquet général. Donc un bilan positif. Un point a également été fait sur les départs et les nouveaux arrivants dans le système judiciaire monégasque avant la fin de cette audience solennelle, synonyme d'ouverture de l'année judiciaire 2022-2023. Madame Sylvie Petit-Leclerc, bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Vous avez été nommée le 1er juin dernier par le prince Albert II, à la tête d'une toute nouvelle fonction, vous qui avez fait presque, je ne me trompe pas, toutes les plus hautes fonctions dans ce domaine qui est la justice, la magistrature. Alors en effet, le prince Albert m'a fait cet immense honneur de me nommer au poste de directeur du service judiciaire, secrétaire d'État à la justice, après 40 ans, 41 années exactement, passées au service de la justice de la France, mais aussi de la justice monégasque, puisque durant 4 années, en effet, j'ai été à la tête du parquet général des juridictions de la principauté de Monaco. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui en cette rentrée, en ce lundi ? Écoutez, je suis sereine, j'aimerais que les choses avancent plus vite parce que je suis un petit peu impatiente de voir mettre en œuvre les idées que je peux avoir pour cette justice, encore une fois que je connais bien puisque je suis à Monaco depuis 4 ans. Alors votre idée force, je vous coupe, mais votre idée force, puisque vous êtes impatiente, je me permets. Je veux une justice moderne, plus impartiale et aussi une justice qui soit accessible à tous et notamment
je souhaite réformer avec les avocats, bien évidemment, l'assistance judiciaire afin que tout justiciable puisse saisir la justice. Où est-ce qu'on peut aller plus vite, par exemple? Je ne sais pas, c'est des travaux d'intérêt général, par exemple? Ce sont des Alors, dossiers la mesure existe déjà au sein du Code de procédure pénale et nous sommes en train de travailler, évidemment, pour trouver des partenaires, puisque, par définition, le travail d'intérêt général s'effectue dans des institutions ou chez des particuliers, dans des entreprises, etc. Et nous sommes en train de faire ces démarches pour signer des conventions avec ces institutions ou ces entreprises. Très bien. Quelque part, on a l'impression qu'on se veut plus pédagogique, qu'on a presque envie de vulgariser cette justice. Alors ça a toujours été mon souhait, c'est-à-dire depuis 40 ans, j'ai toujours souhaité donner des explications simples, parce qu'en fait, moins on donne d'explications et plus la justice paraît incroyablement difficile et surtout comme voulant cacher quelque chose. On va parler de l'actualité, évidemment, qui nous concerne tous avec cette guerre en Ukraine et en Russie et tellement d'autres choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Quelque part, on met l'accent sur tout ce qui est actualité judiciaire au niveau européen, même mondial. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ces ententes qu'il faut, encore une fois, qu'il faut bonifier quelque part? Alors, j'appelle évidemment de mes voeux des modifications législatives à Monaco. Ça fait partie aussi de ce que je souhaite faire pour pouvoir faciliter la coopération judiciaire, parce que c'est ainsi qu'un État peut aussi justifier de sa volonté, précisément, de rendre la justice, de rendre une bonne justice, notamment en acceptant d'accomplir tout ce que les autres pays nous demandent. Enfin, une extradition, par exemple? Alors, l'extradition, par exemple, vous savez, Monaco n'est pas un État membre de l'Union européenne, donc ne connaît pas, malheureusement, l'institution, l'outil, le mandat d'arrêt européen, et donc nous sommes contraints d'examiner les demandes d'extradition dans le cadre d'une procédure qui est, ma foi, très ancienne, puisqu'elle est fondée sur la Convention de 1957. Vous êtes passé de procureur général, aujourd'hui, à secrétaire d'État à la justice. C'est quelque part, pour ceux qui connaissent un peu le droit, c'est quand même un grand écart. Alors c'est un grand écart, mais c'est un travail complètement différent, encore que l'intérêt aussi de ces fonctions à Monaco, de secrétaire d'État, c'est qu'en réalité, il est encore, si vous voulez, très engagé dans des activités opérationnelles. Et j'en veux pour preuve l'exécution des peines, par exemple. Oui. L'exécution des peines, qui est un point, comme vous le savez, extrêmement important. Vous entendez les débats en France, précisément, sur les citoyens français qui ne sont pas ravis de voir que les tribunaux prononcent des peines qui ne sont pas toujours exécutées. Donc pour moi, ça aussi, c'est important. Et vous me parliez de pédagogie, ça aussi. Mais ça arrive très souvent, c'est vrai. Et ça arrive très souvent. Donc il faut impérativement que cette administration aussi soit soutenue pour permettre aux peines, si j'ose dire, ou aux magistrats et aux directeurs des services judiciaires de faire exécuter les peines prononcées par les juridictions pénales. Vous avez une énorme expérience, on l'a bien compris. On l'entend. Quel est votre moteur aujourd'hui ici à Monaco? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Je trouve ce pays extrêmement attachant. Pour moi, c'est une véritable pépite. Et j'ai à cœur, si vous voulez, de servir ce pays comme j'ai servi le mien précédemment, parce que j'ai cette envie de justice, tout simplement, et que pour moi, la justice, elle est internationale. Il ne s'agit pas de la justice française, la justice monégasque, mais pour moi, les principes qui m'ont toujours animé sont les mêmes, évidemment, dans les deux pays. Et cheval de bataille, chez vous, c'est la protection de l'enfance, c'est tout ce qui est personnes vulnérables qu'il faut protéger un maximum? Alors, je l'ai dit, dès que je suis arrivée, en effet, c'était la lutte contre les abus qui sont commis, alors à Monaco ou ailleurs, contre les personnes vulnérables, et notamment contre les personnes âgées. Et par définition, à Monaco, vous imaginez que les dossiers sont nombreux, puisqu'il y a de personnes âgées, mais il y a aussi des personnes âgées fortunées. Donc, bien évidemment, des personnes sont très, très intéressées par le patrimoine de ces personnes qui sont un peu affaiblies par l'âge ou par la maladie. Donc ça a été effectivement un de mes moteurs lorsque j'étais au parquet général. Mais mes collègues continuent évidemment à travailler énormément sur le sujet. On peut comprendre avec la sécurité, l'attractivité de Monaco, absolument, bien sûr. Absolument. Merci mille fois d'être venu jusqu'à nous sur Monaco Info. Avec un grand plaisir. Depuis plus de 10 ans maintenant, le prince Albert II multiplie les déplacements dans les communes qui ont été un fief des Grimaldi. Illustration cette semaine avec la visite du souverain dans le sud de l'Italie. Émilie Rousseau, vous êtes sur place, accompagnée d'Alexandra Marangoni. Et l'on dénombre dans cette région, Émilie, et notamment en Italie, pas moins de 17 communes qui ont des liens historiques avec la principauté.
Oui, on peut citer Dolciacqua, Vintimille ou encore Sanremo pour les plus proches, mais aussi Terlizzi et Bari dans les Pouilles, où le prince Albert II s'était rendu en avril dernier. Cette fois-ci, c'est l'Italie du Sud qui est donc à l'honneur. Pour vous situer, nous sommes à environ 2 heures de route de Naples, à quelques kilomètres de Ripa Candida et Monteverde. Ce sont ces communes qui vont être sous le feu des projecteurs lors de la visite du prince Albert II en ce début de semaine, puisqu'elles vont faire officiellement partie du réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Alors quels sont leurs liens avec la principauté ? Eh bien, il faut remonter au XVIe siècle pour le savoir. C'est en 1532 que l'empereur Charles V, également roi de Naples, accorde la seigneurie de Ripa Candida et Monteverde à Honoré Ier. On peut d'ailleurs ici voir des traces qui témoignent de ce passé commun, comme les armoiries des Grimaldi. Nous y reviendrons demain sur Monaco Info avec la première étape de ce déplacement à Ripa Candida. Le bateau de l'expédition française Plastic Odyssée a fait étape en principauté ce dimanche. Le prince Albert II est allé à la rencontre de cette toute jeune équipe, ce navire scientifique qui permet de traiter les déchets à bord du bateau même grâce à un concept révolutionnaire que vous présente Vanessa Dessy sur des images de Kevin Garcia. Stopper le plastique à la source, c'est l'objectif principal de l'expédition Plastic Odyssée. Chaque minute, il se déverse plus de 20 tonnes de plastique dans les océans. L'idée de cette jeune équipe est donc d'installer à bord d'un navire laboratoire des machines de recyclage. En répliquant ces dernières lors des différentes escales auprès d'entrepreneurs locaux, Plastic Odyssée entend créer un intérêt économique. L'idée de ce bateau, c'est vraiment d'être un démonstrateur pour aller partager des solutions, faire en sorte qu'elles se répliquent dans les villes. Donc le bateau en lui-même ne va pas recycler du plastique, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de former des entrepreneurs qui vont pouvoir créer des centres de recyclage, donc créer des économies locales en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Donc on veut transformer un déchet qui est un problème aujourd'hui pour en faire une ressource, créer de l'emploi localement. Et donc transformer ces déchets pour en faire des matériaux de construction par exemple, des tubes pour les canalisations, des briques, des tuiles pour les toits qui peuvent se revendre localement. Partis de rien, les 3 associés font leur début en tant qu'officiers en marine marchande. Simon Bernard a alors l'idée de créer un véritable navire laboratoire et ce projet prend tout son sens en principauté. On a commencé petit, on a fait un petit catamaran, Ulysse, avec une pyrolyse qui transformait le plastique en carburant. On est venu ici en 2018 à Monaco pour le Monaco le Solar and Energy Boat Challenge. Donc on a participé à la première édition et grâce à ça, finalement, on a pu attirer des partenaires qui étaient intéressés par la vision, par le projet. Nous, c'est sûr qu'on est admiratifs des engagements du souverain pour la protection de l'océan. On a un ancrage quand même, puisqu'on a commencé ici, donc on est vraiment très content de revenir un petit peu aux sources et puis de commencer cette expédition. On part directement après au Liban. Ça va être la première escale du Plastic Odyssée. L'équipage composé de 20 membres commence ainsi un tour du monde d'une durée de 3 ans. 2 ans, jour pour jour, après la terrible tempête Alex qui s'est abattue dans notre arrière-pays. Elle avait fait, vous en souvenez, 10 morts, 8 disparus, pas moins de 13 000 sinistrés et près d'1 milliard d'euros de dégâts au point de vue économique. Ce soir, le maire de Breil-sur-Roya est notre invité. Bonsoir Sébastien Hollande. Bonsoir. On est avec vous et on se replonge d'un coup d'un seul avec beaucoup de flash. C'était il y a 2 ans, on disait, quasiment jour pour jour. Et Breil-sur-Roya, comme d'autres communes de cette magnifique région, se réveillaient sous le choc, sous l'effroi. Quel est votre premier souvenir qui vous vient tout de suite à l'esprit ce soir ? C'est naturellement le paysage qu'on a découvert le matin du 3 octobre quand le jour s'est levé, avec cette place Biancheri recouverte de boue, les voitures enchevêtrées, ensevelies, ce pont Charabaud qui était submergé de troncs d'arbres, un autre pont qui avait disparu. C'est vraiment ce paysage-là qui me marquera à vie et qui a marqué profondément tous les habitants de cette commune. On n'y pense pas, c'est certain, à ce drame-là. Auparavant, on n'a jamais vu ça dans la région. Non, c'était un phénomène d'une ampleur inédite et jamais de mémoire d'homme. On avait eu une crue comparable. En particulier, l'eau n'avait jamais inondé à ce point-là le centre historique de Breil. Et pendant 2 ans, on a vu une incroyable solidarité se cristalliser autour de la ville de Breil-sur-Roya des autres villes sinistrées.
Oui, c'est extraordinaire. On n'imagine jamais, quand on est confronté à une situation comme celle-ci, la force avec laquelle la générosité, la solidarité vont se déployer pour nous venir en aide. Et c'est vrai que, quel que soit le besoin, et bien sûr les besoins ont évolué au fil du temps, dans l'immédiat, c'était des biens de première nécessité dont nous avions besoin, et puis par la suite, c'était des moyens pour mener à bien des opérations de reconstruction. Et finalement, quel que soit le besoin, on a toujours eu des personnes, des associations, des entreprises, des particuliers qui ont été là pour nous prêter main forte. Et il faut dire que la société monégasque, la principauté, a particulièrement été présente à nos côtés, aussi bien dans l'urgence que dans la reconstruction. Avec à sa tête le prince souverain qui s'est rendu sur place et qui vous a aidé financièrement, bien sûr, au-delà de l'aide humaine et matérielle. Oui, le souverain qui a été très présent à nos côtés, qui est venu au mois de décembre 2020 pour nous réconforter dans une période qui était encore très critique, qui est revenu à l'occasion des 1 an de la tempête Alex et qui nous a fait part de sa solidarité avec notamment cette enveloppe de 1 million d'euros pour la vallée de la Roya, qui a d'ores et déjà permis de financer des opérations concrètes, puisque le pont Charabaud à Breil-sur-Roya a pu être reconstruit en partie grâce à ces financements de la principauté de Monaco, et actuellement des travaux sont en cours sur le clocher de l'église de Libre avec ces mêmes financements. Toutes ces aides sont extrêmement précieuses pour nous permettre de nous reconstruire. Aujourd'hui, dans le domaine de la reconstruction, est-ce qu'on est à 60, 70, 80, 90% des possibilités? Je dirais qu'on est entre 50 et 60%. Disons que quasiment tout a été fait, ou en tout cas le plus gros a été fait pour ce qui concerne les infrastructures, notamment les infrastructures de transport. Les routes de la vallée de la Roya ont été presque intégralement reconstruites. Le département des Alpes-Maritimes a fait un travail sensationnel. Les gros points noirs sont en passe d'être levés. L'accès au hameau de Casterino, où la galerie par avalanche sera achevée au début décembre. Les ponts d'Ambo et du Queyros qui vont être mis en place dans les 15 prochains jours. Et puis des kilomètres de routes qui ont été reconstruites. Finalement, d'un point de vue routier, le seul gros point noir qui demeure, c'est l'accès au tunnel de Tende et donc au Piémont, puisque là, ce sont les autorités italiennes qui ont la main sur ces travaux et on n'a pas à ce jour de certitude quant à une date d'achèvement. 2 ans après, bien sûr. Et encore ces images, je vous écoute depuis tout à l'heure, monsieur le maire, mais on repense à ces maisons emportées, ces gens qui ont perdu des familles et des gens qui sont aujourd'hui encore dans le deuil, effectivement. Oui, et encore aujourd'hui, 2 ans après la tempête, il y a des familles qui sont encore dans l'incertitude, dans des situations précaires, soit parce que il y a certains cas où des arbitrages n'ont pas pu être rendus parce qu'ils nécessitent des études sur le fait de savoir tout simplement s'ils vont pouvoir retourner dans leur habitation en la réhabilitant, ou au contraire, si l'État va leur racheter pour procéder à sa démolition. On a notamment toutes les habitations qui se trouvent dans le centre historique de Breil, qui sont encore dans cette situation d'incertitude. Et puis, il y a des situations de conflit avec les assurances qui, quelquefois, s'éternisent et qui font qu'on a aussi beaucoup de familles, des familles dont le statut de sinistré peut pas être contesté, des familles qui ont vu leur maison entièrement disparaître dans la nuit du 2 au 3 octobre et qui, aujourd'hui, sont encore en train de se battre avec leur assurance pour avoir une indemnisation. Donc oui, il y a encore des familles sinistrées qui sont dans la détresse 2 ans après. Monsieur le maire, j'aimerais vous remercier, juste parce que quand on était petit, quand on part avec le Monte Carlo Ski Club par exemple, quand on allait skier à Limone, il y avait sur la route ce petit cochon de couleur rose, cette pierre incroyable. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle a été touchée, refaite? Elle a survécu à la tempête Alex et d'ailleurs c'est un petit peu un symbole puisque finalement ça a montré que certains des repères qu'on avait sont demeurés en dépit de cette catastrophe. Et bon, il avait un peu perdu des couleurs et il a eu droit à un petit coup de peinture et il est de nouveau bien rose comme on l'a connu auparavant. On vous laisse sourire pour conclure. Évidemment, vous souhaitez bon courage pour la suite et tous ceux qui luttent encore, qui se bagarrent encore pour toucher les assurances et puis pour reconstruire simplement une maison ou un pont, une passerelle pour aller jusqu'à leur domicile. Et une pensée à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, évidemment, dans ce drame terrible, cette tempête Alex. C'était il y a 2 ans. Merci, en tout cas, d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Les sports maintenant, avec la grande première de la Roca Team dans l'enceinte entièrement rénovée de Gaston Médecin. Et c'est dans ce superbe écrin que Monaco a dominé sans sourciller l'équipe de basket de Roanne, 109-85, avec pas moins de 20 points de l'incontournable Mike James. Mike James, premier marqueur en plus dans cette nouvelle salle, avec à la clé un 3e succès consécutif en Betclic Elite, avant de retrouver cette semaine le parfum de l'Europe, avec un premier match vendredi soir à Bologne en Euroleague.
L'Europe dans la tête des footballeurs de la Principauté également. Ils joueront, eux, jeudi soir à 18h45 face à Trabzonspor, après un très net succès hier 4-1 face à Nantes, avec à la clé un joli triplé de son attaquant vedette Wissam Ben Yedder. On n'oublie pas, au chapitre sportif, la deuxième place au Grand Prix Formule 1 de Singapour hier, de Charles Leclerc, juste derrière Sergio Pérez, coéquipier de Max Verstappen, qui a dû se contenter d'une petite place en milieu de peloton. Et puis ce samedi, une soirée a été organisée en faveur de la Fondation Prince Albert II à l'hôtel Hermitage. La thématique a transporté tous les convives en plein cœur de Venise. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage sur des images d'Alexandra Paolini et Alexa Bial. The Venetian Arts Foundation a été créée par Filippo Ghirelli dans le but de promouvoir l'art vénitien dans le monde, partageant les idées communes entre la sauvegarde du patrimoine et la conservation de la planète. Le fondateur a organisé ce samedi une prestigieuse soirée caritative. Questa serata ha come grande stimolo quello di portare all'attenzione del grande pubblico le note problematiche ambientali che il nostro pianeta sta attraversando. Grazie alla nostra fondazione The Venetian Arts Foundation sosteniamo questa sera la Fondazione del Principe Alberto per tutti i progetti in questo momento sulla costiera che sta sviluppando. La soirée avait lieu à l'hôtel Hermitage, coloré dans une atmosphère magique et mystérieuse. La décoration avait été soignée. Pour l'occasion, des artistes vénitiens, au travers d'une incroyable mise en scène, avaient fait voyager les convives au cœur de la cité des Doges. Ce sont les artistes de l'événement que j'organise chaque année le samedi gras pendant le carnaval. Il Ballo del Doge. Il Ballo del Doge, c'est une grande production. Ce rencontre avec la ville de Monaco, c'est vraiment quelque chose de magique. Et je pense que les deux villes se ressemblent. La soirée était au profit de la Fondation Prince Albert II. Tous les fonds récoltés ont été reversés en faveur des initiatives de conservation des océans. Deux hommages en ce début du mois d'octobre. Avec tout d'abord, dans la lignée des commémorations liées aux 100 ans de la disparition du prince Albert Ier, la célébration à la Turbie, samedi, du centenaire de l'avenue Albert Ier. Et puis ce concert, hommage cette fois à Rachmaninoff. C'était hier à l'Auditorium Régnier III. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accueillait pour l'occasion l'un des plus grands pianistes d'aujourd'hui, longtemps éloigné de la scène pour des raisons de santé, un souci de tendinite, Evgueni Kissin. Un concert événement suivi par José Sacré. Dans un auditorium Régnier III archi-comble, après l'ouverture de fête opus 96 de Shostakovich par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, Evgueni Kissin, star absolue du piano, a interprété le concerto numéro 23 pour piano et orchestre de Mozart. His music was sublime in general. It's very hard to say which one of his works is the most sublime one. I chose it simply because I loved it and wanted to play it for many years, that's all. Fuyant souvent les interviews, Evgueni Kissin est une star secrète qui, fait rarissime, a rejoint la salle Kreisberg de l'Auditorium Régnier III pour écouter au milieu du public l'éblouissante version de la symphonie numéro 1 de Rachmaninoff par Kazuki Yamada à la baguette de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'Arboretum de Roure poursuit sa mise en valeur de la défense de la botanique. Depuis 1998, les artistes de l'association No Made viennent laisser leurs traces dans ce jardin. Ce dimanche, le prince Albert II est venu inaugurer lui-même l'exposition permanente. Reportage de Yannick de Bever et Kevin Garcia. Donna è mobile, quale piuma la vento, muta d'accento e di pensiero. Chacune de ces visites est un événement. Grand défenseur de l'environnement, c'est tout naturellement que le prince souverain est venu inaugurer l'exposition permanente de l'association No Made au sein de l'Arboretum de Roure.
Un jardin botanique devenu également au fil des années artistique. La création et la vision artistique, eh bien, elle s'intègre parfaitement dans la nature et en même temps, la nature, elle offre cette dimension à l'œuvre. C'est les plus belles simèses, quoi, en fait, pour une œuvre, que d'être en pleine nature. Il existe déjà des plantes qui commencent à se muter, à s'adapter à leur environnement. Donc je voulais apporter un regard poétique, artistique sur ce qui est en train de se passer actuellement. C'est le botaniste Marcel Kroenlein, ancien directeur du jardin exotique de Monaco et cofondateur de cet arboretum qui fait le lien entre la principauté et le village de Roure perché dans l'arrière-pays niçois. Svani per sempre il sogno mio d'amore. L'objectif premier de cette zone protégée créée en 1988 est d'étudier l'adaptabilité de certaines espèces de feuillus et conifères du monde entier face au changement climatique. Mais en même temps, être un lieu d'information, de culture, de plaisir pour les gens qui aiment la forêt, qui aiment les arbres. Comment voulez-vous aimer les hommes si vous n'aimez pas les arbres? Sans les arbres, les hommes ne sont pas là. Accompagné par le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, le prince souverain a pu confirmer par cette visite son désir farouche de travailler en collaboration avec ses voisins pour la défense de l'environnement. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous Julia Vial et du soleil en perspective. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Je viens effectivement avec de bonnes nouvelles à vous annoncer. Le temps sera très agréable avec un grand ciel bleu tout au long de la journée. Les températures seront-elles comprises entre 16 et 23 degrés. Demain, nous fêterons les François. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec la grande rentrée des tribunaux. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, sur Monaco Info pour une toute nouvelle édition. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.